Séminaire de formation sur l'utilité et l'utilisation des intelligences artificielles. Contenu de la formation. Comprendre et utiliser l'IA, impact de l'IA sur la productivité dans les métiers. Communiquer avec l'IA, démonstration en direct, ateliers pratiques sur les outils IA, bonnes pratiques éthiques et sécurité et bien d'autres. Les seniors seront prioritaires dans 12 places offertes. Se munir d'un smartphone ou d'un PC. Lieu, salle de conférence de High-Tech Global Services, face Memi Palace, Bastos Yaoundé. Chronogramme, mercredi 2 juillet 2025 à partir de 17h et le jeudi 3 juillet 2025 de 17h à 19h. Frais de participation, public, 20 000 francs. Membres, 15 000 francs. L'intérêt de ce séminaire, c'est amener les seniors qui sont actifs à accroître leur performance. Ça, c'est vrai. Oui, l'aspect théorique de l'intelligence artificielle et demain, nous allons faire la pratique. Mais quand on accroît la performance des seniors, on peut le faire pour les jeunes, on le fait pour les cadets, on peut à tous les niveaux, dès lors qu'on peut accroître les performances des hommes. Tu comprends bien que c'est vraiment un investissement qui vaut la peine. Hein. Le meilleur investissement que nous puissions faire, c'est en nous-mêmes. Moi, j'ai initié ça, comme je disais à l'entrée, c'est un projet militant. C'est pour conscientiser les gens sur la nécessité d'accroître leurs capacités, n'est-ce pas? Et surtout d'utiliser cet instrument qui accroît leur performance. Troisième chose très importante, c'est pour que les gens prennent conscience que nous sommes dans une ère que je dirais l'ère de la connaissance. L'économie de la connaissance est aujourd'hui en tête. Les GAFA, les 5 plus grandes entreprises actuellement, c'est des gens qui vendent l'information. Ce n'est pas les pétroliers. N'est-ce pas? La matière première qui permet de gagner de l'argent aujourd'hui, c'est l'information. C'est en ce sens que ce séminaire est important. Mais la première chose que j'ai retenue dans cette formation, qui donne vraiment les bases de l'IA, c'est le prompt. C'est-à-dire comment formuler de façon optimale une question et avoir les meilleures réponses. Là, on a vraiment vu de façon détaillée. C'est également les types d'informations générées. Par exemple, quand vous posez une question, il faut savoir s'il faut avoir une liste, un tableau ou une présentation tout autre quoi. Mais ce que je peux retenir déjà, d'abord en tant qu'impression générale, c'était une grande découverte parce que depuis un certain temps, on entend parler de l'IA, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis lorsqu'on va l'utiliser, on s'arrête vraiment au b.a.-ba alors que c'est tout un champ qui nous est donné pour les non-professionnels de la chose, mais qui sont des utilisateurs de chaque jour. Ça nous ouvre un très grand horizon pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos activités. Et nous découvrons qu'il y en a plusieurs. Et même la façon de l'utiliser donne d'optimiser l'utilisation de l'IA, chacun dans son domaine. Donc, il fallait vraiment ce séminaire pour comprendre un peu tous ces éléments-là. Et maintenant, il nous reste à mettre tout ça en pratique parce que chaque chose, il faut l'expérimenter, n'est-ce pas? Et c'est en pratiquant qu'on découvre effectivement toutes les mines qui sont bien évidemment, on a parlé de l'éthique, on a parlé des dangers de l'IA, mais on ne peut pas ne pas y aller parce que les bénéfices sont beaucoup plus importants que ce qui pourrait être comme inconvénient. Nous avons compris ce que c'est que l'intelligence artificielle, la différence entre l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle générative. Ensuite, nous avons vu comment faire des prompts efficaces pour gagner en temps, pour gagner en efficacité, pour gagner également en productivité. Nous avons également compris que l'intelligence artificielle aujourd'hui est incontournable, que ce soit pour l'Afrique, parce que c'est un facteur clé du développement de l'Afrique,
mais aussi cela suscite des questions telles que la souveraineté numérique en ce qui concerne les nations africaines. Est-ce qu'elles seront capables de pouvoir avoir le contrôle sur leurs propres données? Et cela suppose aussi que les gouvernements doivent pouvoir être capables de pouvoir soutenir les activités de recherche dans le domaine de l'IA pour que l'Afrique soit souveraine en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Cependant, il y a eu des questions ou bien des préoccupations de la part des participants, les notions d'éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on doit faire totalement confiance à l'IA, mais on a compris simplement que l'IA, c'est un assistant et que l'IA peut également aider dans la créativité parce qu'elle peut générer ou susciter quelques idées qui peuvent permettre à chaque personne qui l'utilise de pouvoir développer ses pensées, de pouvoir développer ses idées. Voilà en résumé ce que nous avons appris en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi vu plusieurs outils d'intelligence artificielle, plusieurs applications, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la production vidéo, la production des images, la génération de textes, la reconnaissance faciale et autres, et bien d'autres. Demain, nous allons continuer sur les aspects éthiques et sur les aspects pratiques de l'intelligence artificielle. Je vous remercie. À la fin de cette formation, qu'est-ce que le participant sera capable de faire? À la fin de cette formation, le participant sera capable, premièrement, de bien comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle, de savoir bien communiquer et donner des bonnes instructions aux intelligences artificielles en vue de gagner sur le plan financier, parce que lorsque les questions qui sont données aux intelligences artificielles sont vagues, ne sont pas bien structurées, il y a une perte en termes financiers parce que ce sont des tokens qui sont générés, c'est beaucoup de tokens qui sont perdus. Par contre, quand les requêtes sont bien structurées, alors le participant va pouvoir gagner sur le plan financier. Il y a un gain financier, il y a un gain sur le plan de la connaissance, il y a un gain aussi sur le plan qualitatif parce que celui qui a fait cette formation a des capacités de pouvoir gagner en qualité lorsqu'il donne des instructions à l'intelligence artificielle. Il peut obtenir les meilleures réponses qu'une autre personne qui donne des réponses vagues. Ça, c'est ce que le participant va gagner. Et également, ce que le participant va gagner, c'est aussi un ensemble d'outils d'intelligence artificielle qui existent dans divers domaines, que ce soit dans les domaines des comptes rendus de réunions, dans les domaines de production d'images, dans les domaines de production des présentations PowerPoint, dans les domaines même d'amélioration de la qualité des prompts qui sont donnés aux intelligences artificielles. Nous allons donner un ensemble d'outils que le participant peut se servir au quotidien pour pouvoir se spécialiser dans ces domaines, que ce soit dans le design, dans l'architecture, etc., etc. Nous allons également donner une fiche de cours qui permettra aussi aux participants de s'inspirer des exemples de prompts pour pouvoir avoir des réponses efficaces, des réponses précises. Voilà ce que nos participants vont gagner et nous pensons que cela sera très intéressant pour eux, que ce soit dans leur domaine respectif sur le plan professionnel, dans leur domaine respectif sur le plan entrepreneurial. Ils pourront facilement produire des documents de qualité, corriger des documents, traduire du texte, communiquer vocalement avec les intelligences artificielles et obtenir des réponses de qualité. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir dans ce séminaire que nous avons organisé pour ensemble découvrir l'intelligence artificielle. Ce projet a surpris beaucoup quand on leur a parlé de ça et moi-même j'ai été je me suis engagé dans ce projet un peu par militantisme. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte que pratiquement les 5 plus grosses entreprises du monde, ce ne sont plus les pétroliers, n'est-ce pas? Mais c'est des gens qui vendent l'information. C'est-à-dire,
nous sommes entrés dans une économie de la connaissance. Ça, c'est un premier facteur. Le second, c'est que, d'une façon générale, malgré le fait qu'il est clair aujourd'hui que l'intelligence artificielle est en train, je dirais, de redessiner un peu le paysage économique mondial, on n'a pas l'impression qu'il y a une prise de conscience de l'importance, disons, de la souveraineté numérique dans nos pays. La meilleure preuve même, c'est que notre fichier de la population du Cameroun, fichier d'identification, je peux dire que c'est une société privée qui contrôle ça. C'est même pas une société camerounaise. Or ça, c'est ce que les gens, c'est vraiment l'information qui est la matière première pour produire aujourd'hui. Quand je dis donc par militantisme, je me suis dit que vraiment nous les seniors qui sont, parce que le séminaire est orienté vers les seniors, je me suis dit qu'il faut quand même que nous fassions quelque chose, que nous puissions être capables d'utiliser ça au quotidien. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on veut atteindre. Puisque quand nous parlons d'intelligence artificielle, on se dit que c'est un domaine de l'informatique, c'est une affaire des informaticiens, que non. Je me suis dit que si quelqu'un ne peut pas, on n'a pas besoin d'être informaticien pour utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. C'est pour ça que vraiment, moi, je suis heureux que nous étions une trentaine dans le groupe qu'on a créé par rapport à ça. Bon, nous retrouvons là. Il y avait 10 personnes attendues. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là. Mais qu'à cela ne tienne, je garde la foi que nous ne sortirons pas ici sans être équipés de ce qui va nous permettre de l'utiliser au quotidien. Moi, je l'utilise déjà, certainement vous aussi, mais il était bon qu'un professionnel nous explique, surtout au moins l'aspect théorique de la chose. Parce que tel que moi, je crois qu'on peut faire, nous sommes une trentaine dans le groupe, nous qui participons au séminaire, on va continuer à échanger de façon à être vraiment, je dirais, opérationnel peut-être dans 15 ou même un mois, puisque chacun pourra poser son problème. On essaiera de les guider pour qu'ils voient un peu comment il peut avancer là-dedans. Donc voilà un peu la stratégie que nous utilisons. Sinon que donc voilà, l'objectif est donc en fait de nous faire comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et deuxièmement l'utiliser au quotidien. Et c'est dans cet esprit que dans le groupe nous vous avons demandé d'indiquer votre corps de métier et quelles sont les activités que vous faites au quotidien pour que dans l'accompagnement on voit comment vous orienter vers peut-être les meilleurs outils les plus appropriés pour répondre à ces besoins-là. Mais j'ai bon espoir que si d'ici, par exemple, un mois, le groupe fonctionne comme on le croit et que chacun de nous peut vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, je crois qu'on n'aura pas perdu notre temps. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Dany, notre jeune fils qui va nous entretenir de ça, il est formateur, il est informaticien. Il va se présenter plus en détail, mais il a un master 2 en informatique, intelligence artificielle. Donc voilà, le déco est planté. Nous allons travailler sur 2 jours avant de poursuivre après en ligne. Aujourd'hui, c'est vraiment, on peut dire, c'est les aspects théoriques. Demain, ce sera un atelier pour découvrir comment utiliser ça rapidement. Et on va continuer donc dans le groupe où là, on va échanger vraiment à bâton rompu. Voilà un peu comment la chose se présente. Je vous remercie vraiment pour avoir répondu présent à cette convocation-là. Espérons de tirer le meilleur parti de ces 2 demi-journées, du moins, de ces 5 ou 6 heures que nous allons passer ensemble. Merci beaucoup. En fait, un discours. Ah, d'accord, je crois que j'ai déjà la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence, merci aussi de votre intérêt, surtout pour des questions de technologie.
ou bien les questions de modernisation ou bien de modernisme, comme on peut le dire tantôt. Parce que le monde actuellement est en train de bouger. Et comme il pouvait le dire, je suis quand même très content de savoir que c'est un senior qui a cette vision encore. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les seniors sont beaucoup plus en train de se reposer. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas forcément à jour par rapport au changement qu'il y a dans le monde entier. Et ils se disent que bon, c'est la jeunesse qui va s'en occuper. Mais vraiment, Papa Claude fait l'effort. Il montre vraiment un pragmatisme dans le sens du développement, dans le sens aussi du partage des connaissances. Et j'apprécie vraiment ça de lui. C'est une valeur forte qu'il a, le partage des connaissances et que les personnes soient équipées. Effectivement, nous sommes en train de parler d'intelligence artificielle. Et bon là, ok. Donc nous sommes en train de parler d'intelligence artificielle. Et l'objectif de cette première séance, c'est de comprendre et de pouvoir utiliser l'IA générative au quotidien. Bon, on va certainement se demander c'est quoi l'intelligence artificielle générative ou bien l'IA générative. On aura l'occasion d'y arriver au fur et à mesure dans notre développement. Et déjà, en ce qui concerne notre objectif ou bien les objectifs que nous voulons atteindre ce soir, nous voulons essayer déjà d'avoir une bonne définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle et une bonne compréhension de l'intelligence artificielle. Voir également les sous-domaines, autant pour moi, bon, il y a une petite erreur là, voir les sous-domaines de l'intelligence artificielle et ensuite maintenant rentrer dans l'intelligence artificielle générative qui est ce domaine de l'intelligence artificielle qui a fait en sorte que l'intelligence artificielle soit démocratisée. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, généralement les gens vont se focaliser sur l'intelligence artificielle générative. Parce que c'est ça qui a causé un boom dans le monde entier, surtout pour ceux qui ne sont pas informaticiens. Parce que moi, en tant qu'informaticien, j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle depuis, on va dire quelle année, les 2000, on faisait déjà ça en cours depuis 2011 par là, 2010. Mais l'intelligence artificielle a commencé à faire boom il y a à peine un an et demi. C'est à ce moment-là que les personnes ont vraiment compris la nécessité et l'importance de l'intelligence artificielle. Nous allons également voir les domaines d'application. Quels sont les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle s'applique? Là, on va rester vraiment général. On ne va pas seulement toucher le cas de l'intelligence artificielle qu'on appelle générative, mais on va toucher tous les autres domaines pour appliquer justement cette intelligence artificielle, mais principalement l'intelligence artificielle générative. On va essayer de voir les domaines d'application. Maintenant, on va voir un élément très important qui est, je veux dire, l'élément le plus important en ce qui concerne l'intelligence artificielle ou bien la communication avec les intelligences artificielles ou les grands modèles de langage, qui est le prompt engineering. Dans le prompt engineering, on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les techniques que nous devons utiliser pour communiquer avec l'intelligence artificielle afin d'obtenir les bons résultats. On va essayer de comprendre cela. Mais l'avantage que nous avons, c'est que le mot ingénieur, il peut donner l'impression que, ok, il s'agit d'une connaissance qui est disponible pour les ingénieurs. Mais non, c'est une ingénierie qui sera disponible pour toute personne qui a juste un bon sens du raisonnement. Si tu as un bon sens de raisonnement, tu vas facilement comprendre comment est-ce qu'on peut envoyer des instructions aux intelligences artificielles afin d'obtenir les meilleurs résultats. Et ensuite, nous allons faire des petites démonstrations et on va déjà essayer dans un premier temps à ce que chacun d'entre nous essaie déjà au minimum d'avoir l'intelligence artificielle ne serait-ce que sur son téléphone. Donc on va s'arranger à ce que chacun puisse avoir l'intelligence artificielle sur son téléphone. On va revenir aux questions, on va faire quelques démonstrations et ensuite demain, nous allons travailler sur la phase pratique. Dans cette phase pratique-là, nous aurons des ateliers, nous aurons des devoirs que nous devons faire et nous devons nous servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir justement aller rapidement améliorer la productivité. Voilà un peu ce que nous allons faire en ce qui concerne notre
formation sur l'intelligence artificielle. Déjà, je vais commencer par me présenter. Qui est-ce que je suis? Je suis Dimgu Kenedani Mark. Je suis ingénieur informaticien. J'ai une spécialité dans les systèmes d'information décisionnelle et les bases de données. Quand on parle de systèmes d'information décisionnelle, c'est que généralement, on a besoin de prendre des décisions dans des entreprises. Pour prendre des décisions, ces décisions se basent sur des données. Et ces données, généralement, ça peut être des données qui sont éparpillées partout. Comment structurer les données et comment justement utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir entraîner ces données-là et faire par exemple des prédictions avec du data mining, faire des prédictions avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et éventuellement, j'ai progressé j'ai 11 années d'expérience en informatique et je travaille comme consultant. Je suis également cofondateur d'une entreprise et j'ai beaucoup accompagné des entreprises telles que la BEAC depuis environ 2017. J'accompagne la BEAC. Là, c'est pour le développement des systèmes, des gros systèmes informatiques dans des domaines spécifiques. Par exemple, je prends un domaine comme les avoirs extérieurs, par exemple, des États ou bien la gestion des réserves des États. Il y a un ensemble de calculs qui est fait justement pour que les États puissent se sentir à l'aise dans leur gestion, puissent savoir, OK, en ce qui concerne les comptes qu'ils ont en termes de réserve de change, qu'est-ce qu'il y a comme montant et tout, quels sont les intérêts. Parfois, vous voyez, à la fin, on vous dit que la BEAC a réalisé peut-être un bénéfice de tel pourcent, par exemple, ou bien de tel montant. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle la gestion des avoirs extérieurs ou bien la gestion des réserves de change et également tout ce qui est opération du FMI. Donc, j'ai accompagné la BEAC justement dans ce sens-là pour développer des systèmes qui permettent de pouvoir capter, on va dire, travailler, gérer, automatiser tout ce processus-là et pouvoir produire des bilans et faire gagner de l'argent, généralement à la salle des marchés de la BEAC, la direction des opérations financières. Et par la suite, j'ai continué à travailler avec une autre direction, qui est la direction de la recherche. Là, je travaille beaucoup plus avec des statisticiens, des économistes, dans les domaines tels que la programmation monétaire. Donc là, ce sont des domaines de prévision, c'est-à-dire que, par exemple, on peut se dire, OK, quelle est la quantité de monnaie qu'il faut peut-être injecter dans l'économie du pays? Ça, c'est une question. Ces questions-là, pour pouvoir les résoudre, on doit étudier l'économie de l'État de manière générale. Et après avoir étudié l'économie de l'État, on doit pouvoir déterminer, OK, peut-être dans 2-3 années, voilà comment va évoluer le produit intérieur brut. Et on peut se dire, si on a des prévisions pour l'année prochaine, ça peut déjà aussi donner des prévisions sur les budgets qui seront alloués aux différents États pour leurs besoins de fonctionnement. Donc, également dans ce domaine-là, j'ai travaillé et aussi avec le ministère de la Santé dans les domaines tels que la digitalisation au sein du ministère de la Santé. Et actuellement aussi, j'accompagne le ministère ça, c'est la gestion des formations sanitaires. L'objectif, c'est de pouvoir davantage régulariser le secteur, que ce soit de création des formations sanitaires et de pouvoir aussi, à partir des systèmes d'information géographique, pouvoir savoir exactement où se trouve telle formation sanitaire à tel endroit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est deux systèmes qui sont distincts dans lesquels je travaille pour digitaliser le ministère de la Santé, un compartiment bien dans une direction du ministère de la Santé qui s'occupe spécifiquement de la technologie sanitaire. Aussi, avec l'essor de l'intelligence artificielle générative, j'ai également travaillé sur un projet comme M. Tchapamou pouvait le dire, la souveraineté des données, la souveraineté, comment est-ce que je peux dire, la souveraineté numérique. L'objectif, c'est quoi? Par exemple, ces outils comme ChatGPT que nous avons, ou DeepSeek que nous utilisons au quotidien, on les utilise, mais ils sont logés sur des serveurs étrangers. C'est-à-dire que c'est aux États-Unis, c'est en Chine, c'est partout. Maintenant,
il faut développer aussi des intelligences artificielles qui peuvent tourner sur des serveurs locaux, sur des ordinateurs qui sont locaux et qui peuvent répondre aussi à des questions. Donc j'ai travaillé sur un projet comme ça et j'ai développé justement, sur la base aussi des projets existants, j'ai développé justement une intelligence artificielle qui permet justement de pouvoir dialoguer avec des personnes. Maintenant, quel est l'avantage? L'avantage, c'est qu'une grande entreprise qui a un ensemble d'informations et qui ne veut pas la communiquer à l'extérieur, elle peut justement se servir de cette intelligence artificielle, l'installer dans ses propres locaux. Et ensuite, tous ces usagers peuvent poser des questions sur des documents privés, des documents confidentiels. Et l'intelligence artificielle va se rassurer de filtrer l'information à partir de la personne qui a droit. Par exemple, si je suis du service de la communication, je ne peux pas demander des choses sur le service des financiers, par exemple. Parce que je suis dans le service de la communication, je dois m'intéresser à ce qui est de la communication. Et ça garantit vraiment non seulement la confidentialité, la disponibilité des données et la souveraineté des données sur le plan des entreprises. Bon, pour le reste, je suis marié, père de 2 enfants. Et aussi, comme hobby, je fais de la musique gospel. Et je forme aussi des personnes dans le gospel, dans le chant, dans la musique et tout et tout. Donc, voilà un peu ma présentation. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une science qui vise à doter les ordinateurs des mêmes capacités que le cerveau humain. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de doter les machines, de doter les ordinateurs des mêmes capacités que le cerveau humain. Bon, dans cette capacité-là, il y a la première capacité qui est la mémoire. Retenir la mémoire. L'autre capacité, c'est quoi? C'est le raisonnement. Être capable de raisonner. Pendant qu'on te pose des questions, tu raisonnes, tu réfléchis, tu réfléchis. Les autres capacités, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Ça veut dire que l'homme se dit, OK, cette machine-ci-là, je vais l'apprendre à faire telle chose. Alors, si je l'apprends à faire cette chose-là, moi, je n'aurai plus besoin à chaque fois d'intervenir. Pourquoi est-ce qu'on a pensé, pourquoi est-ce qu'on a pensé à faire l'intelligence artificielle? Parce qu'on se rendait compte que l'informatique était un peu limitée. Par exemple, moi qui ai développé beaucoup de logiciels, qui continue de développer beaucoup de logiciels, très souvent, quand tu développes le logiciel, c'est toi qui réfléchis à l'algorithme. C'est-à-dire que c'est toi qui penses comment écrire le code. On disait simplement que c'est une science qui vise à doter les machines, les ordinateurs, des mêmes caractéristiques que le cerveau humain. Ça, c'est ça l'intelligence artificielle. Donc, à chaque fois qu'on veut que la machine reproduise les mêmes capacités du cerveau humain, allons par d'intelligence artificielle. Et cette capacité, c'est quoi? Déjà, la compréhension. Après la compréhension, le raisonnement, être capable de raisonner par lui-même. Et ensuite, la planification. Maintenant, il y a d'autres aspects tels que les émotions, les sens, le toucher et autres qui sont des domaines justement qui arrivent parce que l'objectif, ce sera de créer ce qu'on appelle soit des hommes augmentés, soit des robots. Mais ces robots-là, on va les améliorer de telle sorte qu'ils aient la capacité de pouvoir imager l'homme, entre guillemets, même si nous ne pourrons jamais le faire à 100%, mais l'objectif, c'est d'imager l'homme, les caractéristiques de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé parce qu'on s'est rendu compte que l'informatique en lui-même était limitée. Parce que moi, par exemple, qui conçois des logiciels, c'est moi qui réfléchis à l'algorithme. Quand on me donne un problème, je réfléchis au problème, je vois l'algorithme qu'il faut écrire pour résoudre le problème. L'algorithme, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes à tenir. C'est-à-dire que je me dis, OK, pour résoudre ce problème, je vais partir de l'étape A, l'étape B, l'étape C. On prend un exemple, on dit, OK, voici un problème. Il faut que tu arrives à Messassi. Comment tu fais pour arriver à Messassi? Une autre personne va dire, OK, je sors dehors, je prends le taxi, je dis 100 francs, ou bien je dis 500, ou 1000 francs, 1500. Messassi, il me laisse à Messassi. Peut-être je demande où se trouve la maison de tel. Ça, c'est un algorithme. Donc, nous faisons des algorithmes au quotidien. Quand nous réfléchissons sur les méthodes que nous voulons utiliser pour pouvoir résoudre des problèmes, alors nous faisons ce qu'on appelle des algorithmes. L'informatique est venue justement rendre ça plus rapide parce que l'être humain, quand il réfléchit, il doit avoir du temps parce qu'il y a un ensemble de données qu'il doit prendre en compte et souvent, le cerveau humain peut être limité à le faire rapidement. C'est ça, c'est la raison pour laquelle les algorithmes sont arrivés. Ces algorithmes-là, leur objectif, c'était de pouvoir automatiser les tâches. C'est pour ça que
Pour ceux qui travaillent peut-être dans le domaine de la gestion, il y a par exemple des logiciels comme Sage. Je sais que beaucoup ont entendu parler de Sage, Sari, en comptabilité. Pour ceux qui sont dans la statistique, il y a Stata, il y a le langage R qui permet de travailler sur des grandes quantités de données. Pour ceux qui font les mathématiques, on a MATLAB, on a Octave et tout et tout. Pour ceux qui font dans l'architecture et autres, on a les AutoCAD, etc., etc. Et dans le marketing, on a les Facebook. On a LinkedIn, les réseaux sociaux. Ça, ce sont des algorithmes qui tournent derrière et qui permettent justement de pouvoir résoudre des problèmes rapidement. Mais on s'est rendu compte que c'était limité parce que la machine ne pouvait pas réfléchir par elle-même. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, on dit prédiction météo économique. Par exemple, je veux faire une prédiction de la météo. Pour la prédiction de la météo, on dit qu'il va pleuvoir, par exemple, à Yaoundé à telle heure. Pour vous qui avez la météo dans le téléphone. Mais comment est-ce qu'on fait pour prévoir ça? Derrière, il y a un ensemble de techniques qui sont utilisées. Mais ces techniques-là, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire qu'on va dire simplement à l'ordinateur que, OK, voici un ensemble de données concernant les observations météorologiques qui se sont produites depuis 1850 ou depuis 1615. Et sur la base de ça, on va utiliser des techniques mathématiques, statistiques et tout, pour pouvoir justement prévoir. Et lorsqu'on utilise ça, on va entraîner ce qu'on appelle un modèle d'intelligence. On va l'entraîner sur ces données-là. Et quand il sera suffisamment entraîné sur ces données-là, il sera lui-même capable demain de résoudre le propre problème. C'est-à-dire que demain, quand tu vas lui dire « on est tel jour à Yaoundé, à telle heure », il pourra te dire que le ciel sera nuageux, le ciel ne sera pas nuageux. Et très souvent, ce sont des algorithmes qu'on va voir, quand on va voir les machine learning, on va voir que c'est du machine learning, des algorithmes de classification. Donc, l'intelligence artificielle vient donc comme exemple dans la prédiction. Et ensuite, en ce qui concerne la prédiction, il y a plusieurs éléments. On peut prendre dans le domaine des finances, par exemple. Comment est-ce que les traders font pour savoir que l'or va monter, le cours de l'or va monter, le cours de l'or va descendre? C'est sur la base de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que le Cameroun, aujourd'hui, si nos pays africains se disent que, si nous voulons rentrer dans l'économie internationale, surtout en sous-région Afrique centrale, on aura beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas ces ordinateurs, on n'a pas cette technologie-là. Les Européens, eux, ils ont cette technologie-là. Ce sont des gros systèmes qu'ils ont installés. Et parfois, le système va jusqu'à générer même l'ordre d'achat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le système, il tourne sur des gros serveurs. Il analyse les données du marché, le flux du marché qui arrive. Et il est capable, à un moment A, de dire « Ok, j'achète l'or, je n'achète pas. Je vends peut-être l'or. Je vais acheter le pétrole. Je vais vendre le pétrole. Je décide de ne rien faire. » L'intelligence artificielle est déjà capable de le faire. Nous, en Afrique encore, c'est très difficile. Donc, ce qui fait que quand on parle de trading, par exemple, très souvent, ce sont des individus qui vont s'asseoir jour et nuit. Bon, pas jour et nuit, il y a des heures de fermeture de marché, mais ils vont s'asseoir. Ils vont rester à chaque fois regarder quand un cours augmente ou bien quand il y a une situation économique dans les marchés, ils vont décider d'acheter ou de vendre. Mais eux, en Europe, ce sont des machines qui décident déjà d'acheter ou de vendre. Certes, l'être humain intervient pour la supervision, c'est toujours important. Ensuite, l'intelligence artificielle est venue à partir de 1943 avec l'article A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity par Warren McCulloch et Walter Pitt. Donc, ce sont eux qui ont mis en place le premier modèle de neurones. Et on va parler un peu des neurones parce qu'on a dit l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est de reproduire les mêmes caractéristiques que le cerveau humain. Donc, ça veut dire que forcément, il faut étudier le cerveau. OK. Ensuite, les axes, les exemples d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'applique sur les assistants vocaux, sur la reconnaissance faciale
et la reconnaissance des objets. Par exemple, au Cameroun, on a installé, quand vous voyez les caméras, par exemple, sur les carrefours au Cameroun, là, ces caméras-là, ce n'est pas au hasard. Les Chinois ont installé justement des intelligences artificielles derrière. Donc, parfois, quand il y a quelqu'un qui commet un crime, on peut l'arrêter très facilement s'il commet ces crimes dans les carrefours. Parce que facilement, ces caméras-là peuvent identifier sa face et on recherche finalement sa figure dans la base de données. Et dès que la caméra le retrouve sur un autre endroit, on peut l'arrêter. Donc, c'est la reconnaissance faciale. La détection des anomalies. Dans la détection des anomalies, on peut prendre par exemple l'agriculture ou bien même dans les structures par exemple. C'est-à-dire que tu peux mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui, à chaque fois, par exemple, quelqu'un qui est dans l'agriculture, il peut identifier quelles sont les plantes qui sont malades. On peut identifier des plantes qui sont malades. Et pareillement dans la médecine, on peut identifier des cancers, détecter des cancers sur la base des intelligences artificielles. Et également les voitures autonomes. Là, aux États-Unis, en Chine, c'est vraiment intéressant. Il y a des personnes qui ont des voitures autonomes. Par exemple, j'ai un cousin, cette voiture l'a beaucoup aidé parce que parfois, il a failli faire des accidents et ça l'a aidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu roules le véhicule, s'il se rend compte qu'il y a quelqu'un que tu veux écraser et que tu n'as pas vu la personne, le véhicule s'arrête instantanément. Si peut-être tu roules, à un moment donné, tu t'endors, il prend le contrôle automatique et il continue à rouler. À un moment donné, il peut garer en cas de nécessité. Donc voilà les applications de l'intelligence artificielle. Alors nous allons continuer. Ça c'est quelques applications. Nous verrons d'autres applications par la suite. Nous allons continuer en voyant les sous-domaines de l'intelligence artificielle. Très souvent on parle de l'intelligence artificielle, mais on ne connaît que ChatGPT. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ChatGPT qu'ils connaissent. Ou bien ce qu'on appelle les modèles de langage. Large Language Model. Ça s'appelle LLM. Ça, c'est ce que les personnes connaissent sur l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle est très grande. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé avec ce qu'on appelle le machine learning. C'est où l'intelligence artificielle a commencé. Et je vais expliquer ce que c'est que le machine learning. Je donne juste les éléments. Donc, dans l'intelligence artificielle, on a eu premièrement ce qu'on appelle le machine learning. Faire juste apprendre les machines sur la base d'un ensemble de données. C'est-à-dire qu'à partir des données, la machine construit son propre algorithme et sur la base de son propre algorithme, la machine, elle peut, dorénavant, quand on lui donne un même problème de ce type, elle peut trouver des solutions. Ça, c'est le machine learning. Maintenant, dans le machine learning, il y a ce qu'on appelle le deep learning. C'est où maintenant on va parler des neurones. Donc, dans le deep learning, ça s'appelle apprentissage profond. Là, on va parler des réseaux de neurones. Parce que les hommes ont commencé à se dire, oui, on simule le cerveau humain. Le cerveau humain est constitué des neurones. Comment les neurones communiquent, ce n'est pas des signaux électriques. On a commencé à modéliser ces signaux électriques-là. Et par la suite, ça a créé ce qu'on appelle le perceptron, qui est un modèle mathématique. Et ce modèle mathématique-là, maintenant, quand on l'a construit, il est capable de prendre des données en entrée et de pouvoir produire des sorties sur la base des couches. Et là, on aura plusieurs couches. Mais ces couches-là, comprenez simplement que c'est comme si c'est une boîte noire qui est un cerveau. On lui donne des informations. Peut-être voici ton cerveau ici, ou bien voici mon cerveau là. Voici mon cerveau. On me pose une question ici, ça entre ici à l'intérieur, ça parcourt un ensemble de chemins et ça ressort ici. Tous les endroits où ça ressort, c'est le résultat. C'est un peu ça le principe. Et on va voir une petite illustration tout à l'heure. On a fait le deep learning et grâce au deep learning, on a pu faire un ensemble de choses. On va y voir. Après, dans le deep learning, il y a ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle générative. Dans l'intelligence artificielle générative, on a déjà tiré avantage du fait qu'on peut apprendre sur la base des données. On a déjà un cerveau qui peut emmagasiner un ensemble d'informations. Et ce cerveau-là, ici, il permet déjà de pouvoir reconnaître des images, de reconnaître les formes. C'est-à-dire que l'ordinateur lui-même, quand il te filme, il sait que voici une femme. Il dit, il peut déjà savoir que non, elle a tel âge. Peut-être elle a 70 ans ou bien 65 ans. Il dit, voici un homme, il a 12 ans. Voici un garçon, il a 12 ans, il a 15 ans, etc., etc. Et
dans l'intelligence artificielle, dans le deep learning, nous avons ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Dans l'intelligence artificielle générative, l'ordinateur peut déjà comprendre le langage humain. Et c'est où ça devient intéressant. Parce que jusque-là, il ne comprenait pas le langage humain. Il était juste entraîné sur la base des données. Il peut comprendre le langage humain. Et quand il comprend ce langage humain, il peut se servir de la statistique pour pouvoir générer de l'information. Pouvoir générer les données avec des probabilités et autres. Pouvoir générer des données. Et là, on a ce qu'on appelle les modèles larges, les large language models, les gros modèles de langage ou les grands modèles de langage. Dans les grands modèles de langage, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on se dit, OK, il a déjà compris, il peut déjà générer de l'information et autres. Mais est-ce qu'il comprend le français? Est-ce qu'il comprend la physique? Est-ce qu'il comprend l'informatique? Est-ce qu'il comprend la mathématique? Est-ce qu'il comprend la biologie? Est-ce qu'il est expert dans le marketing, dans la prospection? Est-ce qu'il est expert dans les pharmacies, dans la prescription des médicaments et autres? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va donner toute cette connaissance à l'intelligence artificielle. Du moins, on peut se dire toute la connaissance qui peut exister dans le monde entier. Il y a quelqu'un qui a dit qu'actuellement, toutes les informations qu'on pouvait retrouver sur Internet, les intelligences artificielles ont déjà absorbé ça. C'est-à-dire que toutes les informations, tu tapes sur Google, tu vois un site qui t'affiche une information, n'importe quoi là. Ils ont déjà absorbé toutes ces informations-là et ils ont entraîné leur intelligence artificielle avec. Et par la suite, à partir de cette technologie-ci, est né ChatGPT. Lui, maintenant, il est capable de communiquer avec toi. Pas seulement communiquer sur la base du texte, mais communiquer même avec la voix. On va faire des exemples, vous allez voir comment on peut parler avec l'intelligence artificielle. Tu le parles, tu dis bonjour, comment tu vas? Il dit que je vais bien, tu lui dis que bon, telle question et tout, et tu lui poses des questions et il te répond. Et on a abouti à ChatGPT et c'est ici qu'il y a la révolution. Parce que ChatGPT vient révolutionner le domaine de l'intelligence artificielle et rendre l'intelligence artificielle accessible. Vous voyez qu'en haut, c'était très grand. C'était très grand. Donc, c'était difficile à appréhender. Mais ici, ça devient ouvert, ça devient disponible pour n'importe quelle personne. Ça veut dire que nous, tous qui sommes ici présents, on peut utiliser l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de faire des années d'études comme moi, dans mon domaine, je précise bien, comme dans mon domaine, on n'est pas obligé de le faire. On n'est même pas obligé d'avoir des connaissances en informatique. Ce n'est même pas nécessaire. Ceux qui ont besoin de connaissances en informatique, ce sont eux qui veulent créer. Mais si tu ne veux pas créer, ça ne te servira pas à grand chose. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un assistant. Il vient t'assister dans les tâches que tu réalises. Par la suite, nous allons continuer en présentant ces différents éléments. Comme je disais, dans les sous-domaines de l'intelligence artificielle, comme nous l'avons vu, nous commençons par le plus grand domaine, qui est le machine learning. Voici machine learning ici. Ici, machine learning. Donc à chaque fois, vous allez voir les titres ici. Le machine learning, c'est quoi? C'est simplement l'apprentissage automatique par les données. Ça veut dire que quoi? C'est un peu comme un être humain. Il se dit, si je prends la fiche de paye de la personne, c'est là. Je vois, il a travaillé dans telle entreprise. Dans telle entreprise, il a travaillé, ne prenons même pas la fiche de paie, prenons le CV. Le CV d'une personne, ça trace son historique, n'est-ce pas? Voilà. Si je prends le CV de quelqu'un, je peux à un moment donné deviner s'il sera capable de résoudre un problème ou pas. On est d'accord? Si quelqu'un n'a pas menti avec son CV, s'il a dit la vérité, ce qui est sûr, c'est que si tu lis son CV, tu peux déjà avoir une idée parce qu'il va te dire, j'ai fait ceci à tel endroit, j'ai fait ceci à tel endroit, j'ai fait ceci à tel endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle un apprentissage. Moi qui suis recruteur, sur la base de ce que tu as fait par le passé, je peux déjà à un moment donné prévoir si tu seras capable de faire telle chose dans le futur. C'est ce qu'on dit apprendre sur la base des données. L'intelligence artificielle, lui, ce qu'il va faire justement, c'est qu'il va récupérer un ensemble de données. Il va apprendre sur ces données-là et il sera capable, demain, quand tu vas lui poser une question en rapport avec les données qu'il a apprises. Non, quand je dis en rapport, je veux dire dans le domaine. Parce qu'il faudrait, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire que
Si tu apprends à une intelligence artificielle à faire de l'addition, ça veut dire que si demain tu écris au tableau 10 plus 15, il faut qu'il soit capable de donner la réponse pour dire que c'est 25. Mais quand tu l'as entraîné, tu n'as pas forcément entraîné avec 10 plus 15. Ça veut dire que quand tu l'apprenais à faire l'addition, tu n'as pas forcément pris l'exemple sur 10 plus 15. Peut-être que tu as pris l'exemple sur 5 plus 6, 6 plus 4, 7 plus 8, etc., etc. Mais comme il a déjà compris l'enseignement que tu lui as donné, alors il est lui-même capable demain de pouvoir, si tu lui donnes une nouvelle information, il sera capable lui-même de trouver le résultat. Donc nous avons l'apprentissage. Et dans l'apprentissage, à partir des données, il y a deux types d'apprentissage. Le premier apprentissage qui est l'apprentissage supervisé. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Dans l'apprentissage supervisé, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes les données et tu lui donnes le résultat qu'il doit avoir. Sur la base des données et du résultat que ça doit produire, il comprend. Et quand il réussit à comprendre, demain tu lui donnes les nouvelles données, il peut te donner le résultat que ça va produire de manière juste. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, tu lui donnes simplement des données et sur la base de ces données-là, il va trouver ce qu'on appelle des similarités. Des similarités sur la base des données et va pouvoir les regrouper. Là, comme exemple, par exemple, un modèle qui prédit si un client va rembourser un prêt ou pas. Pour quelqu'un qui est dans la microfinance, on peut mettre en place un modèle justement qui permet de prédire que est-ce que le client sera capable de rembourser le prêt là ou non. Ça sera sur la base de son historique. Il y a ce qu'on appelle les filtres anti-spam dans nos boîtes mail. Vous connaissez les spams? Dans les boîtes mail. Voilà, des courriers indésirables. Ce sont des intelligences artificielles qui traitent ça. C'est-à-dire que sur la base des textes ou bien des messages qui sont envoyés, l'intelligence artificielle a des capacités de pouvoir savoir que ça c'est un message indésirable, ça c'est un message désirable. Et on va aller dans les détections des fraudes, etc. Maintenant, vous allez voir par exemple, vous allez voir un autre exemple, la recommandation. Par exemple, vous voyez très souvent, quand tu consultes une page sur Google, si tu vas dans un site de e-commerce et que tu consultes un produit, si vous avez remarqué ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsque tu consultes un produit sur une page d'e-commerce, tu vas souvent te rendre compte quand tu navigues sur Google et que tu vas dans les sites. C'est le même type de produit qu'on te propose. À chaque fois. Voilà. Ce sont des intelligences artificielles qui se servent souvent de ce qu'on appelle les apprentissages non supervisés pour regrouper à partir de tes préférences. C'est-à-dire qu'il va étudier tes préférences, il va les regrouper sur la base de tes préférences. À chaque fois que tu vas naviguer sur des sites, tu vas naviguer sur des produits, etc., il va pouvoir te présenter ces produits-là. C'est ce que Facebook fait, c'est ce que Google fait pour pouvoir faire ses publicités. Donc, nous allons continuer avec ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, le but c'est maintenant de pouvoir faire en sorte que l'intelligence artificielle soit capable de traiter la voix, le son, traiter les images, traiter, traduire peut-être un texte de français, du français vers l'anglais, identifier les motifs ou bien identifier les images. Dans l'identification des motifs, quand j'écris avec la main par exemple, je suis en train d'écrire ici. Séminaire de formation sur l'utilité et l'utilisation des intelligences artificielles. Contenu de la formation. Comprendre et utiliser l'IA, impact de l'IA sur la productivité dans les métiers. Communiquer avec l'IA, démonstration en direct, ateliers pratiques sur les outils IA, bonnes pratiques éthiques et sécurité et bien d'autres. Les seniors seront prioritaires dans 12 places offertes. Se munir d'un smartphone ou d'un PC. Lieu, salle de conférence de High-Tech Global Services, face Memi Palace, Bastos Yaoundé. Chronogramme, mercredi 2 juillet 2025 à partir de 17h et le jeudi 3 juillet 2025 de 17h à 19h. Frais de participation, public, 20 000 francs. Membres, 15 000 francs.